Pulsar. Et bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. Et on est donc dans la deuxième partie de notre débat intitulé « Du commun ou du communisme ». Nous sommes en train d'enregistrer à l'envers du bocal. On est le samedi 15 mars 2025. Et vous pourrez retrouver cette émission soit en différé sur Radio Pulsar 95.9 ou sur notre chaîne YouTube Ventre Presse. En plateau, nous avons toujours Valérie Soumaï, Thomas Sahabi, et on a été rejoint par Rémi Poignant qui travaille dans l'économie sociale et solidaire à la CRES et qui est également le président de Radio Pulsar. Et donc, nous reprenons la suite du débat avec notre deuxième partie. Nous avons déjà parlé du fond, de où nous voulions aller. Et maintenant, on va parler de la forme, de comment y aller. Donc, la grande question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle est la bonne stratégie pour gagner ? Et donc, pour commencer, je vais d'abord demander à Rémi de nous présenter ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Oui, carrément. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. L'économie sociale et solidaire, il y a deux façons de la présenter, très brièvement. La première qui est une définition assez froide finalement, puisque c'est l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout une entrée juridique. Ce sont l'ensemble des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations auxquelles se rajoutent les sociétés commerciales de l'ESS. Donc c'est une entrée juridique, on est dedans, on n'est pas dedans. Ce qu'il y a de commun à l'ensemble de ces statuts, c'est un certain nombre de principes qui sont inscrits précisément dans les statuts, en premier lieu desquels on retrouve la gouvernance démocratique, c'est-à-dire qu'une personne égale une voix, par opposition à l'économie libérale ou l'économie conventionnelle où c'est une action égale une voix, c'est-à-dire qu'indépendamment des parts de société que tu détiens, ton vote ne vaut pas plus que la personne qui en détient 1000 fois moins, etc. Donc la gouvernance démocratique, une personne égale une voix. La deuxième chose, c'est la non-lucrativité ou la lucrativité limitée dans le cadre des coopératives, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on entreprend, pour laquelle on monte un projet, ce n'est pas pour se faire de l'argent, mais bien pour répondre à un besoin, pas ou mal couvert sur le territoire. Et en tout cas, ça rejoint le troisième principe fondateur de l'économie sociale et solidaire, qui est la recherche de l'intérêt général ou de l'intérêt collectif. Donc, il y a cette idée de bien commun et d'agir pour, encore une fois, le vivre ensemble. Donc ça, c'est la définition un peu froide, encore une fois, une entrée très, très juridique. Et la deuxième façon de définir l'économie sociale et solidaire, c'est celle que forcément je défends, c'est celle qui nous anime tous les jours parmi celles et ceux qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, c'est le fait que nous sommes convaincus que si on ne change pas, on va droit dans le mur. C'est une évidence d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal également. Nous, ce en quoi nous croyons, c'est qu'à travers les principes de l'économie sociale et solidaire, on a l'occasion de pouvoir faire en sorte que ce mur-là qui se dresse devant nous, mais il sera un peu moins haut. Et donc c'est bien évidemment cet enjeu-là de pouvoir défendre nos valeurs et de pouvoir monter des projets pour pouvoir faire en sorte de rendre la société plus habitable, plus inclusive et avec un peu plus de bonheur. Et c'est une notion peut-être qu'on oublie d'associer à l'économie sociale et solidaire. C'est aussi cette idée d'un futur désirable et d'un futur heureux. Merci pour cette présentation très complète. Alors, j'avais envie de poser la première question à Thomas sur Réseau Salariat, puisque sur le site de Réseau Salariat, du coup, Réseau Salariat est présenté comme une association d'éducation populaire dont l'objectif est, je cite, de prolonger et diffuser une pensée révolutionnaire orientée vers l'appropriation collective des moyens de production et l'octroi à toutes et tous d'un salaire à vie. Donc tu nous as déjà parlé du salaire à vie, etc. Mais là, ce qui m'intéressait, du coup, sur la stratégie, comment Réseau Salariat prolonge, du coup, et diffuse cette pensée révolutionnaire et
est-ce que tu veux nous expliquer un peu? Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors après, c'est vrai après, je peux même moi-même être critique de la démarche un petit peu, mais ça reste quand même, disons, on va dire un peu. C'est peut-être un peu péjoratif, mais un club de réflexion intellectuelle, on va dire. Derrière, je dirais libre à chacune qui est dans ce cadre-là de s'impliquer aussi ailleurs. C'est vrai que c'est pas Réseau Salariat qui va monter directement des coopératives pour dire on va monter un soviet ou un truc autogéré à un endroit, ou une entreprise d'économie sociale et solidaire. Et c'est pas non plus Réseau Salariat qui va se présenter à une élection en disant on se présente pour mettre en place le salaire à vie et la caisse de sécurité sociale pour l'investissement, notamment. Voilà. Donc ça, c'est sûr que il y a peut-être une lacune là-dessus. Et à la limite, je dirais qu'en fait, que la définition que Rémi donne de l'économie sociale et solidaire, ça me va bien. Après, c'est peut-être que le Réseau Salariat, c'est la même chose, mais à une grande échelle, quoi. À une échelle plus de la société. C'est-à-dire qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire sur la gouvernance démocratique, ça, c'est des choses qui se fait que le Réseau Salariat cherche à mettre, disons, d'une certaine manière, mais à l'échelle je pense pas que Réseau Salariat ait pensé comment mettre ça en place sur toute la planète, mais en tout cas à l'échelle de tout le pays, en tout cas en France, quoi, donc, en gros. Après, c'est vrai que sur la question qui était donc oui, donc c'est vrai que la plupart des gens qui sont à Réseau Salariat sont souvent aussi engagés ailleurs. Après, donc est-ce que c'est utile? C'est vrai que c'est peut-être ça y paraît peut-être pas assez vite d'être dans une organisation comme ça. Et par rapport aux enjeux et l'urgence, on va dire, sociale notamment, et même l'urgence écologique, quoi. Mais je dirais que ça reste utile. Pour moi, il y a deux choses qui peuvent être utiles dans la démarche. Alors, il y a tout un tas de brochures pour expliquer un petit peu concrètement, parce qu'il y a aussi des choses assez techniques avec des chiffres, etc. Combien de pourcents on prélève, etc. Enfin, toi, c'est des choses un petit peu de vulgarisation économique qui nécessite peut-être un peu de lecture et un petit peu voilà. Après, il y a tout un tas des universités d'été, des choses comme ça, disons. Donc c'est du boulot intellectuel, c'est sûr, mais après ce boulot intellectuel, je dirais qu'il est quand même utile dans le sens, pour moi, il y a deux choses qui fait que qu'il faut faire, et ça, c'est un travail de longue haleine. Je pense que le projet de Réseau Salariat se heurterait par exemple à tout le discours ambiant sur l'assistanat, etc. Donc ça, déjà, contrer ce discours-là, je pense qu'il y a du boulot. Et Réseau Salariat le fait d'une certaine manière, notamment en précisant de ce qu'on disait sur la première partie du débat, que en fait, ça nous pose, le fait d'être salarié, ça nous pose philosophiquement comme producteur de richesse et pas comme des assistés, quoi, en gros. C'est le premier truc. Donc ça, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Et l'autre boulot à faire, c'est aussi que, disons, dans le principe du projet de Réseau Salariat, d'une certaine manière, il y a quand même aussi l'idée d'être décisionnaire, d'être tous co-décisionnaires sur l'économie. Donc ça nous pose, ça fout quand même un peu la pression d'une certaine manière en termes de responsabilité. Et il n'y a pas, pour l'instant dans la société, une aspiration à être propriétaire de son outil de travail. Enfin, pas beaucoup, enfin pas partout. Enfin, il y a pas mal de gens qui se mettent à leur compte, etc. Mais en général, les gens veulent plutôt être propriétaires de leur maison. Par exemple. Donc déjà, tout sous ce travail d'être, non mais il y a plus de, ça peut faire peur à certaines personnes aussi de se dire tiens, on va tous décider collectivement dans une usine, dans une entreprise ou dans un service public même comment va être géré le travail. Et ça, il y a aussi tout ce travail d'éducation à faire. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait, mais bon, il faut le faire quand même. Mais du coup, concrètement, c'est plutôt des conférences, c'est un outil théorique qui est mis à la disposition des militants d'autres organisations, éventuellement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, justement. Je dirais que tout le monde peut s'en emparer. Après, c'est vrai que ça mériterait peut-être d'être un peu plus grand public, quoi. Je reconnais ça. Mais il n'empêche qu'on n'est pas obligé d'être militant à la CGT, par exemple, pour accéder à cette puisque c'est des choses qui sont trouvables sur Internet, à la fois sur la partie vidéo, sur les plateformes de vidéo, mais aussi sur tout ce qui est écrit. Disons, c'est des choses. Alors, c'est vendu quand c'est imprimé, mais disons, sinon, c'est accessible gratuitement un peu sur Internet, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que peut-être ça nécessite un certain bagage, peut-être certaines connaissances, quoi. Parce que du coup, je me demandais, vu que j'avais regardé sur le site, évidemment, et il y avait surtout des conférences qui étaient proposées, je me demandais par exemple si il y a un groupe de travailleurs qui veut monter une coopérative, est-ce qu'il peut s'appuyer sur Réseau Salariat ou c'est pas l'objet de...
l'organisation. C'est à la limite peut-être que ce serait plus sur la CRES que sur Réseau Salariat concrètement, parce que comme je dis, on est à une échelle qui est quand même beaucoup plus grande quoi, que l'échelle d'une seule société quoi. Fondamentalement, il y a besoin de faire connaître davantage les statuts de l'économie sociale et solidaire, et au niveau de la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est finalement la chambre consulaire des structures de l'économie sociale et solidaire. On est la CCI, on va dire, de l'ESS, sans les moyens, parce qu'on n'est pas financé par l'impôt, etc. Enfin, il y a rien. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie appétence et une aspiration notamment des plus jeunes à pouvoir justement redonner du sens à son travail, de pouvoir participer de manière plus démocratique au choix de l'entreprise pour laquelle on travaille. On voit aussi de nombreuses personnes qui, suite au Covid, qui a servi, on va dire, un peu de révélateur sur finalement quel est le sens qu'on doit donner, quels sont les véritables dangers auxquels on doit faire face, etc. Et donc on sent bien que les statuts et les valeurs de l'économie sociale et solidaire peuvent répondre aux aspirations de ces citoyens, de ces citoyennes, de ces travailleurs et de ces travailleuses. Par contre, l'ESS est absolument méconnu et personne ne connaît les réseaux, et c'est à la fois la force et la faiblesse de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'elle a été finalement balancée de ministère en ministère quand elle avait un ministère de référence. On a très très récemment, avec la loi Hamon en 2014, eu une reconnaissance de ce qu'était l'économie sociale et solidaire, et derrière on a pu avoir finalement un rôle dans le cadre des politiques publiques, et notamment dans le cadre du schéma régional de développement économique du conseil régional et des conseils régionaux, ce qui permettait finalement à l'ESS d'être reconnu en tant que un ensemblier d'organisations qui participent au développement du territoire et au développement économique. Donc ça, c'est une nouvelle force, entre guillemets, mais pour en arriver là, on parle de 2014. Avant cela, il y a eu une pléthore de réseaux qui sont développés sur des réseaux sectoriels, etc. Il y a typiquement quand des salariés ou des personnes souhaitent monter une SCOP ou une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, il y a un réseau de référence dans chaque région qui s'appelle l'URSCOP, donc l'Union régionale des SCOP, mais personne ne connaît l'URSCOP, ou en tout cas assez peu, parce qu'il y a très peu d'informations qui existent sur l'économie sociale et solidaire, y compris dans les réseaux vraiment de formation initiale ou de formation continue, et c'est très très peu développé, y compris dans les politiques publiques, etc. Donc nous, typiquement au niveau de la CRES, en tant que justement cette assemblée, on va dire, régionale des acteurs de l'ESS, l'une des premières missions qu'on a, c'est de faire connaître l'économie sociale et solidaire auprès des politiques publiques, auprès des porteuses de projets, auprès des acteurs de l'emploi. Et on part avec énormément de retard, parce que nous, ce qu'on constate aussi, c'est sur la façon dont on pense le développement économique de la France, en l'occurrence, c'est souvent des entrées sectorielles. Il faut qu'on développe l'industrie, il faut qu'on développe l'artisanat, il faut qu'on développe l'agriculture, etc. Et en fait, l'économie sociale et solidaire est présente dans l'ensemble de ces secteurs d'activité. Donc comme on pense en termes de structuration de filière, on invisibilise l'ESS. Et là, c'est un énorme enjeu de voir comment on peut retourner finalement la question pour éviter d'aller sur des enjeux sectoriels ou des enjeux de filière, mais sur la façon dont on veut développer l'économie de notre pays, quoi. Et il y a, en tout cas par rapport à ce que tu évoquais sur le dimensionnement aussi des enjeux autour du salariat et puis de la propriété collective, des outils de travail, l'économie sociale et solidaire, elle est encore une fois très très particulière dans le sens où c'est une myriade d'initiatives locales, c'est une évidence, toutes les associations, les coopératives, encore une fois, mais on a également des acteurs nationaux majeurs comme les mutuelles qui sont des grosses entreprises en l'occurrence, qui ont un rôle extrêmement important, qui sont partis finalement d'initiatives très locales sur des agriculteurs et des agricultrices qui ont souhaité mettre en commun une partie de leur argent pour pouvoir subvenir aux besoins en cas de coup dur, etc. Et qui sont devenus des entreprises nationales qui, en l'occurrence, ont un vrai rôle sur une forme de régulation du marché. C'est-à-dire que sans les mutuelles, sans les banques coopératives, etc.,
on aurait une dérégulation qui serait beaucoup plus importante. Donc elle joue ce rôle-là. Et puis il ne faut pas oublier que l'économie sociale et solidaire, elle est également sur la dimension internationale. Il y a énormément de coopérations internationales qui se font. Le réseau des coopératives est extrêmement développé au niveau européen et au niveau mondial. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'année internationale cette année 2025 est l'année internationale des coopératives. Et il y a un tour de France de la flamme coopérative qui existe. Et donc, voilà, il est tout à fait possible de pouvoir aller se renseigner auprès des grosses coopératives. Il y en a il y a des coopératives au sein desquelles on consomme très très régulièrement. Au niveau local, il y a par exemple Biocoop, bien sûr, qui s'est transformé en SIC, Poitou-Vert. Mais il y a également Coop Atlantique, la coopérative de consommateurs et de consommatrices, qui est associée à Super U, sur une coopérative de commerçants. Et donc du coup, le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on rend visible finalement tout ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire pour changer de perspective sur l'ESS et ne pas la résumer à la gestion des surnuméraires, comme on peut parfois nous résumer sur l'insertion par l'activité économique. C'est ça, on l'assume, on le défend, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas que ça. Oui, merci Rémi. Alors, je vais me tourner vers Valérie. Alors, une question qui n'est pas forcément simple, j'en conviens. Mais vu qu'on essaie de parler stratégie pour éventuellement renverser le capitalisme, rien que ça. Justement, est-ce que il faut stratégiquement plutôt chercher un compromis large avec une alliance à gauche et potentiellement, pour ne pas les nommer, le PS par exemple, faire des alliances type NFP les plus larges possibles pour être fédérateur, quitte à sacrifier un petit peu de radicalité, ou bien, pour rebondir un peu sur ce que disait Rémi, il y a des gens qui aspirent à changer de vie, changer de manière de produire, etc. Des gens qui militent à Réseau Salariat. On sent qu'il y a quand même une appétence pour un peu plus de radicalité. Et en même temps, on peut voir que certains partis politiques vont plutôt... vont faire des alliances très très larges avec justement du sacrifice de radicalité. Ta réflexion, la réflexion de la fille si tu l'as, mais sinon la tienne sur justement la stratégie. Est-ce qu'il faut plutôt radicaliser les partis politiques ou pas ? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à cette question-là directement. Par contre, je vais développer un petit peu et puis peut-être que ça nous amènera à une conclusion sur cette question. Là, moi, je voulais juste... c'est lié, mais revenir aussi sur ce que sur ce que vous disiez tous les deux, Thomas et Rémi. Il y a une chose qui me paraît importante dans ce que vous avez dit, c'est le fait qu'il existe tout un tas d'alternatives en fait à ce qu'on nous présente comme étant le modèle unique, pour le dire vite, qui sont peu ou mal connues et que on a quand même tout intérêt toutes et tous à se donner les cadres qui nous permettent de travailler ensemble. Je dis ça parce que dans la question que tu poses sur la radicalité du programme, éventuellement, il y a pour moi une chose essentielle, c'est que le programme que propose une alternative politique au capitalisme, c'est un programme qui doit partir des besoins, et que pour ça, il faut qu'à un moment donné, on interroge, on se donne les moyens d'interroger les personnes, les chercheurs, celles et ceux qui réfléchissent à des propositions. Et alors, tu disais, d'un point de vue, l'éducation populaire, comment est-ce qu'on se forme, je dis en vrac, mais comment est-ce qu'on se forme toutes et tous pour aussi ouvrir nos têtes, ouvrir nos cerveaux à d'autres choses que ce qu'on voit à la télévision ou ce qu'on peut lire dans les journaux mainstream. Donc, la question de la radicalité, du programme et de sa radicalité, pour moi, elle découle de ce qui permet à l'ensemble des gens qui travaillent ensemble d'être posés comme étant les urgences. Si on se rend compte collectivement qu'on ne vit pas aujourd'hui bien avec son travail, qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le bord du chemin, si on se rend compte que la planète, que ça va pas, qu'il fait trop chaud, il y a un moment donné où si l'objectif c'est de répondre à ces urgences, alors on découle le programme qui va être un programme de rupture, à mon sens.
et que celles et ceux, moi je suis pour que toutes celles et ceux qui se retrouvent dans ce programme de réponse aux urgences sociales puissent travailler ensemble. Ça, c'est un premier point. Ensuite, aujourd'hui, on est quand même traversé par autre chose, qui est le fait que face à nous, on a une menace extrêmement grave, qui est celle de l'arrivée aux portes du pouvoir de l'extrême droite. Et je pense qu'il faut intégrer dans notre réflexion le fait que il y a non seulement le fait de permettre aux gens de vivre mieux, mais il y a aussi, et dans le même temps, empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Je pense, à titre personnel, je pense que c'est par un programme de rupture qu'on arrivera à empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais je pense aussi qu'il va falloir quand même qu'on s'allie avec celles et ceux qui partagent au moins cet objectif d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir sur un programme de gauche. C'est-à-dire, je ne parle pas du, comment ça s'appelle, pacte républicain. Enfin bon, voilà. Donc, travailler ensemble, se nourrir des recherches, des associations collectives d'éducation populaire. Enfin, il y a quand même tout un tas autour de nous, organisations politiques, il y a quand même tout un tas de milieux qui sont susceptibles de renforcer les projets, de les rendre concrets, de les rendre crédibles aussi. Et alors, il y a eu l'Alliance écologique et sociale, qui était un premier, de mon point de vue, que j'ai suivi assez attentivement, qui était quelque chose d'assez enthousiasmant, où se retrouvaient ensemble des associations écologiques et des organisations syndicales qui ont aussi nourri les programmes de gauche, celui du NFP. Enfin, voilà, moi je suis pour qu'on rassemble largement et que surtout la question des programmes ne reste pas dans les seules mains ou têtes des organisations politiques. Enfin, bon, voilà. Mais tu dis qu'il faut rassembler largement, mais est-ce que toutes les alliances sont bonnes ? Parce que le programme du NFP, il se revendique un programme de rupture, mais quand on fait une alliance avec le Parti socialiste, par exemple, est-ce qu'on peut vraiment rompre avec le capitalisme ? Alors, je dis qu'il faut rassembler largement. J'ai dit aussi, effectivement, sur un programme de rupture. Et je pense que la rupture, elle est plus ou moins importante selon le rapport de force qu'on a, y compris avec nos alliés. Ou partenaires potentiels. Je prends pour exemple, alors dans un autre domaine, mais par exemple celui du mouvement contre la réforme des retraites, on voit bien que l'unité la plus large n'a pas permis de gagner. Elle n'a pas permis de gagner, elle a permis de mettre en mouvement beaucoup de gens, mais elle n'a pas fait plier le gouvernement. Donc à un moment donné, sans doute, la question la stratégie de conserver l'unité la plus large, y compris sur les modalités d'action par exemple, elle ne s'est pas avérée payante. Je ne suis pas sûre qu'on avait les moyens non plus de passer à quelque chose de plus radical en termes de moyens d'action, parce que mes collègues par exemple, ou les gens que j'ai pu rencontrer, ils se satisfaisaient tout à fait de cette alliance très large syndicale. Mais quand il a été question de bloquer le pays le 7 mars, on n'était pas 12 millions dans la rue non plus. Donc le rapport de force, pour moi, la question de où on met le curseur en termes de rupture, il dépend aussi du rapport de force. Et je suis pour qu'on augmente le rapport de force et qu'on appuie très fortement des projets qui soient les plus radicaux, mais je rajouterais aussi possible, de manière à ce que la vie, elle change aussi, quoi. Oui, moi ce que j'ai entendu dans ton discours et celui de Rémi tout à l'heure, c'était que
en fait, vous proposiez des petites marches, en gros, pour aller vers du mieux, pas forcément pour le meilleur tout de suite, mais pour au moins avancer un petit peu petit à petit. Et c'est une question qui est très souvent posée à gauche, en fait, dans les organisations politiques et syndicales de gauche. La question de l'unité, de est-ce que justement il faut qu'on fasse l'unité la plus large possible, quitte à pas baisser nos aspirations, mais un petit peu, quand même, nos demandes en tout cas. Ou est-ce que justement, peut-être que on essaye de pas ratisser trop à droite, quoi, pour essayer de garder un truc un peu correct, un projet un peu correct. Oui, alors là, je réponds de manière tout à fait claire. Moi, je ne suis pas pour baisser le niveau d'exigence. Je suis pour... voilà, on a un programme qui vise, on l'a dit tout à l'heure, qui vise à renverser ou dépasser ou trouver, à être organisé autour d'autre chose que le capitalisme. Et l'idée, c'est de faire en sorte, de viser cet objectif-là. Après, oui, il est extrêmement important de répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. Donc, les petits pas qui permettent de faire en sorte que chacune aille mieux, je suis OK. Mais évidemment, sur un programme clair. On voit, alors là, on est dans la politique politicienne, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Comment on défend des choses qui vont dans le sens d'une rupture avec les politiques qui sont aujourd'hui proposées par Bayrou et avant par Barnier, et que moi, je n'ai aucun problème à dire que cette exigence de rupture et le fait de rester droit sur ce qu'on veut, elle est essentielle si on veut un peu de clarté dans ce qui se passe aujourd'hui à gauche. Et en plus, je suis vraiment convaincue que c'est cette radicalité, ou en tout cas une rupture assumée avec ce qui se passe aujourd'hui notamment, qui permettra de lutter contre la montée de l'extrême droite. Donc, large, oui, mais sur un programme clair. Et il y a une question aussi qui est souvent associée à celle de l'unité et avec qui on a envie d'être unitaire ou pas. C'est est-ce que, en fait, justement, participer à des élections, essayer de changer les choses depuis les institutions, dans les institutions, ça va vraiment nous permettre de changer de système, si on est dedans quand même, ou pas forcément justement par les élections, mais par exemple en proposant une petite coopérative par-ci par-là, ou voilà. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que en fait faut qu'on renverse tout d'un coup, qu'on donne un grand coup de pied, en gros qu'on crame tout, qu'on fasse la révolution, quoi. Voilà. Vous pouvez tous répondre. Ouais. Je réponds, excuse-moi Thomas, non, juste très très vite. Nous on défend l'idée que participer aux institutions, c'est se faire le relais des luttes. C'est-à-dire qu'à la fois on est porteur d'un changement social, sociétal, mais que pour ça on ne peut rien faire sans l'appui des luttes sociales. Et inversement, on se fait le relais des luttes, et c'est aussi en s'appuyant sur les luttes que ces luttes permettent aussi d'appuyer les revendications défendues dans le cadre d'un programme. Donc je réponds très simplement, des élus sans soutien populaire, sans soutien des syndicalistes, des travailleurs, ça sert pas à grand chose. Mais les travailleurs, les syndicalistes ont aussi besoin des élus pour relayer leurs demandes et faire aboutir leurs revendications. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis engagée en politique. C'est qu'en tant que syndicaliste, je me disais, non, mais si à un moment donné, je veux que les revendications qu'on porte avec mon organisation syndicale voient le jour, quoi, il faut qu'il y ait des relais politiques et que ça devienne majoritaire. Moi, je voulais redire ce que tu disais sur les créer des coopératives, des choses comme ça. Et par rapport aussi à ce que disait Rémi tout à l'heure, parce que en fait, c'est vrai qu'on pense beaucoup au champ politique, on ne pense pas au champ économique. Alors, l'ESS peut être une façon de le faire. Après, justement, par exemple, ce qui est proposé par Réseau Salariat, notamment, c'est en fait, de sortir
toutes ces initiatives, ces aspirations finalement à travailler autrement, de la marginalité et de faire un peu masse, quoi, d'une certaine manière, dans le sens où, moi je voulais citer un exemple qui était celui de la sécurité sociale et l'alimentation, qui en fait part un petit peu de réseau salarial, mais qui a été aussi beaucoup repris, notamment par la Confédération paysanne ou le réseau CIVAM, qui est assez proche de ces derniers, qui consiste en fait à, justement, c'est qu'il y a énormément de gens qui s'installent à faire du maraîchage bio, à faire de la transformation agroalimentaire. Il y a beaucoup, disons, de choses qui se font. Enfin, c'est quelque chose en pleine effervescence, quoi, beaucoup plus que dans d'autres secteurs d'activité peut-être. Et en fait, c'est le principe de la sécurité sociale et l'alimentation. Ça permet, sur le modèle, par exemple, des médecins qui sont conventionnés par la Sécu et étaient remboursés par la Sécu quand tu vas chez le médecin, etc. Là, on donnerait à tout à chacun donc un droit universel, encore, ce qu'on dit au début, à un budget. Chaque citoyen adulte aurait un budget dédié à son alimentation qui peut dépenser que dans des producteurs, des distributeurs, des commerces conventionnés, donc qui respectent un certain nombre de critères, à la fois en termes de, donc que ce soit des entreprises non capitalistes, donc qui pourraient reprendre a priori des critères qui seraient proches, à mon avis, de ceux de l'ESS en fait, et aussi peut-être des considérations sur la qualité, quelque chose qui soit aussi, on va dire, écolo, on va dire, et qu'on ne subventionnerait pas via ce mécanisme-là de la production agroalimentaire intensive, quoi, disons. Et ça, c'est une manière, disons, même si ça reste des petites entités économiques, de faire masse, en fait. Et derrière, derrière, on parle d'un budget qui est de l'ordre de 120 milliards d'euros, si on mettait ça en place. Et c'est quelque chose, quand je dis si on mettait, et ça commence à arriver concrètement, même si des fois c'est édulcoré, justement, parce que ça revient un petit peu quand on disait si des fois on s'aligne trop largement, il y a des gens qui vont reprendre l'idée en l'édulcorant en disant non, finalement la sécurité sociale et l'alimentation, il y a eu des choses qui sont passées, par exemple au sein de l'agglomération de Poitiers, je crois que c'est le conseil, une instance consultative de Grand Poitiers qui en gros avait repris l'idée en l'édulcorant, et à la fin ça venait que des épiceries sociales que pour les gens qui étaient dans la dèche, en gros. Mais si c'est pas édulcoré, ça commence à arriver concrètement, et il y a des expérimentations qui sont pas encore faites, mais qui vont arriver à l'échelle d'un territoire, justement, je crois que c'est dans le CIVAM de l'Indre, du département de l'Indre, où ils essayent de mettre ça en place à l'échelle d'un périmètre de 20 km, en gros, où trouver des producteurs et des gens qui, du coup, veulent bien tester, en fait, à une certaine échelle, déjà, ce principe-là. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être des fois ce qui manque, on va dire, aux organisations politiques, mais c'est vrai qu'en fait, quand on milite pour... faut militer un peu sur tous les plans, politique, syndical, peut-être associatif, pour peut-être, on va dire, changer la société plus en profondeur. Et c'est ce qui manque, mais quand même, je trouve, dans les réflexions, même y compris des partis politiques qui peuvent être considérés comme d'extrême gauche ou de gauche radicale, une réflexion sur comment investir le champ économique, quoi. Ouais, je veux bien peut-être prolonger tes propos. Alors, le sujet de la sécurité sociale, alimentaire est un sujet majeur, et typiquement, tu vois, le groupe Vive, donc la MGEN, Harmonie Mutuelle, c'est un sujet pour le coup qu'ils sont en train d'étudier. Ils financent justement la façon dont, quel est le rôle des mutuelles et quels sont les enjeux du coup de développement de ce principe-là. Donc l'ESS, les réseaux ESS et notamment les grands comptes font leur part là-dessus. Sans doute qu'on peut faire plus, sans doute qu'on peut faire mieux, mais il existe des organisations au sein de l'ESS qui contribuent à ça. C'est juste que c'est, encore une fois, très très mal valorisé. Ce qui m'amène peut-être à une réflexion, ce que tu disais sur est-ce que finalement il faut monter des petites coopératives un peu partout. Derrière, j'y vois un peu la notion, c'est pas que c'était péjoratif ce que tu disais, mais cette idée un peu de plafond de verre. C'est-à-dire finalement les coopératives sont vouées à rester toutes petites, tu vois, et qu'il en faut une myriade pour pouvoir avoir une économie qui soit majoritairement coopérative. On a des coopératives qui sont extrêmement importantes. Je pense à groupe Chèque Déjeuner qui est maintenant le groupe Up. C'est une coopérative, y compris qui s'est développée à l'international, et donc il n'existe pas vraiment de plafond de verre, si ce n'est dans l'imaginaire des gens et des politiques. Typiquement, l'année dernière, il y a le COP/FR qui a mesurer du coup le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des coopératives, et en France on est à 380 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé par les coopératives.
J'ai repris l'étude de la Cour des comptes et donc le chiffre d'affaires cumulé des startups en France, c'est 60 milliards. Et j'ai pas l'impression finalement qu'on se soucie à la même hauteur des enjeux de développement des startups versus les enjeux de développement des coopératives, alors que, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, en termes de territorialité de ces coopératives-là, c'est absolument incomparable. Donc je pense qu'il y a absolument besoin de casser quelques codes et apporter quelques clés de lecture sur ce qu'amène l'économie sociale et solidaire, certes dans la plus-value sur un territoire, du fait associatif et avec le bénévolat, et donc on est présente partout, mais y compris sur le fait économique avec la capacité des structures de l'économie sociale et solidaire, avec ces statuts de gouvernance démocratique, de lucrativité limitée et ou non lucrativité pour les associations. On est en capacité de pouvoir porter finalement toute une société. Donc je pense qu'il y a besoin de prendre conscience d'un certain nombre de choses, et derrière, on parlait de la montée de l'extrême droite, y compris pas que l'extrême droite, la droite, les républicains. Quand on voit ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, quand on voit ce qui se passe en Pays de la Loire, on est sur ce qu'on appelle la droite républicaine, entre guillemets, qui casse l'ensemble des aides qui sont celles de l'économie sociale et solidaire, qui sont celles de la culture, qui sont celles de l'éducation populaire. Et je ne sais pas comment on ne peut pas se saisir de comment on ne peut pas comprendre qu'en faisant ça, on vient juste nourrir finalement la bête, et on vient nourrir ce qui fait que les gens votent extrême droite. Dans un premier temps, c'est ce sentiment d'exclusion, ce sentiment d'être mis au rebut de la société. Et en fait, je pense que c'est là où, pour le coup, on parlait d'unité de la gauche, etc. Mais en tout cas, c'est pas que contre l'extrême droite, c'est juste qu'il faut proposer aussi quelque chose. Et en l'occurrence, il me semble qu'à travers l'économie sociale et solidaire, et si on fait Paris de l'économie sociale et solidaire, on a la société civile organisée, on a des modalités de développement économique encadrées, on a des modèles vertueux, démocratiques, et je pense qu'on a vraiment l'ensemble des composantes qui peuvent faire société. Et derrière, ce qui serait typiquement dans le programme politique et économique, en tout cas de la gauche, ce serait quand même extrêmement intéressant de pouvoir valoriser l'économie sociale et solidaire telle qu'elle est, en tant que une économie qui est capable de faire plus, qui est capable de faire mieux, pour peu qu'on la reconnaisse et pour peu qu'on la soutienne. Parce que derrière, quand je disais sur les coopératives, cet écart entre 380 et 60 milliards, le ratio est totalement inversé quand on compare avec l'argent public qui est mis dans ces secteurs économiques. Donc voilà, ça me paraît pas mal aussi de replacer un peu les choses dans ce contexte-là. Et pour le coup, l'ESS est absente de tout ça. L'économie sociale et solidaire, globalement, on a pendant très longtemps été un peu dans une posture où on était systématiquement dans la justification. Où limite on s'excusait. Excusez-nous, on existe, voilà. Alors qu'on a défriché des pans entiers qui sont... Tu vois, je pense notamment à l'économie circulaire. Voilà. L'économie circulaire a été défrichée, pensée. C'était l'initiative de structures associatives, les premières ressourceries, les premières recycleries. Puis au moment où on a fait démonstration qu'il y avait un modèle économique autour de tout ça, alors que c'est même pas pour ça qu'on voulait le faire, nous on voulait le faire pour sauver la planète. C'est Veolia qui a récupéré tous les marchés, et les politiques publiques derrière sont actrices de ça, parce qu'elles choisissent dans le cadre d'un marché public de pouvoir attribuer un marché à Veolia plutôt que un réseau, je sais pas moi, de ressourceries associé à des structures de l'insertion pour l'activité économique. Je pense qu'il faut qu'on arrête de s'excuser. On a fait démonstration de notre utilité, de notre capacité à pouvoir faire les choses. Je pense qu'il y a, notamment sur les propositions à formuler face à l'extrême droite, il y a des secteurs entiers qui, pour moi, doivent être exclus du domaine lucratif. Il y a le prix du berceau, le scandale Orpea, etc. Typiquement, quand on parle des jeunes et de nos aînés, le lucratif doit être exclu. C'est une possibilité, c'est le SIEG, ça permet le service d'intérêt économique général, c'est autorisé par l'Union européenne, chaque pays est autonome. Faisons ça. Sauf que derrière, il y a des hedge funds, fonds de pension, etc. Mais bon, il y a une capacité à faire, et ça permet en tout cas de pouvoir
en tout cas porter un sujet qui intéresse tout le monde, qu'on soit de droite ou de gauche, voire même si on vote extrême droite, le fait que quand tes parents ou tes grands-parents sont dans un EHPAD et que on fait l'économie de couche-culotte parce que ça vient pas, c'est pas suffisamment rentable pour les actionnaires, ça touche à peu près tout le monde. Et là, on a finalement quelque chose où on peut mettre le doigt sur une situation où il y a une différence profondément politique dans la vision, et puis derrière sur comment ça se traduit économiquement. Je m'interrogeais justement sur le fait que des petites mesures, du coup pas si petites que ça forcément, mais qui étaient considérées comme des petites marches, en tout cas vers une sortie du capitalisme, en réfléchissant. Et tu disais, ce serait bien qu'à gauche, il y ait plus de personnes qui visibilisent l'économie sociale et solidaire, et voilà, enfin plus d'organisations politiques qui s'appuient dessus, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que si on veut sortir du capitalisme, si on est vraiment sur un projet communiste, par exemple, tu disais tout à l'heure que la sécurité sociale de l'alimentation, il y avait des mutuelles qui soutenaient ce projet. Mais en fait, si on est sur un projet communiste, on ne peut pas soutenir ça, puisqu'on est contre les mutuelles. Donc, j'ai l'impression que c'est encore une fois... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que si on est sur un projet communiste, en fait, c'est faire fausse route, quoi, que d'aller vers prendre cette direction-là. Et en même temps, et c'était c'est sur quoi s'appuie Réseau Salariat, de dire en fait il y a un déjà la communiste, notamment dans les coopératives, notamment la sécurité sociale, notamment ça. Et donc du coup, le fait que ça existe, c'est quand même un appui justement. Enfin, je trouve ça hyper difficile justement à démêler, puisque le fait que ces formes d'organisation de l'économie existent permet quand même d'imaginer, de concrétiser un petit peu, de proposer des solutions concrètes, en tout cas aux gens, quand ils se disent bah oui, mais le communisme, ça ressemblera à quoi en gros. Ça permet de s'appuyer dessus, ça permet quand même de donner une petite réponse. Et en même temps, c'est faire fausse route. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper difficile de... Je peux proposer un petit bout de réflexion. En fait, je dirais que oui, la notion de déjà là, c'est de s'appuyer sur quelque chose d'existant. Donc c'est vrai que ça donne, en fait, c'est vrai que ça donne un cap. Mais en soi, c'est vrai que moi, je suis pas contre, par exemple, les petits pas. Enfin, les petits pas, même si c'est très minime, à partir du moment où ça va dans le bon sens. Là où ça me gêne, des fois, c'est par exemple quand on va, tu as souligné le cas des mutuelles, finalement, qui des fois vont un peu contre la Sécu aussi, d'une certaine manière. C'est un peu, on remplace la Sécu par des mutuelles. Et après, et du coup, c'est vrai qu'en toute logique, il faudrait plutôt aller dans le sens inverse. Mais après, comment dire, alors, je pense que ce qui fait que finalement, des fois, on ne s'appuie pas sur un déjà là, ou on ne va pas forcément plus loin, c'est que par exemple, si on disait par exemple demain, là il y a un peu un scandale, je trouve, qui est en train de voir le jour, et je pense que dans quelques mois on aura. Tiens, je fais un pari sur quelque chose qui risque de se passer dans quelques mois ou quelques années. On va avoir un gros scandale national sur les assurances, à mon avis. Il y a pas mal de communes qui se font désassurer, qui sont plus assurées pour des risques d'inondation, des choses comme ça. On pourrait se dire, faisons une sécurité sociale de l'assurance. C'est-à-dire un modèle où finalement par la cotisation sociale on finance, disons, une assurance qui ne soit pas un organisme lucratif où on paye des courtiers qui vont manger des petits fours en gros, mais où on paye à leur coût réel, disons, le risque, par exemple pour une commune, même pour des particuliers, pourquoi pas, le risque, la maison brûle, inondation, etc. Ça va pas être une partie de plaisir, parce qu'on va quand même avoir, à mon avis, on va pas dire tiens, on le crée, ça fait tout ça. On va quand même devoir se bagarrer contre des intérêts économiques puissants, et ça risque du coup d'être une bagarre, et on peut ne pas la gagner. La réponse coule pas forcément de source. Pourquoi on fait pas ça? On risquerait d'être que dans du yak à faucon, quoi. Je pense que voilà, et on le voit des fois même sur des trucs, même des fois, je prends un exemple, alors ça n'a pas tout à fait à voir, mais quand même. Faut voir Cuba, par exemple, à l'échelle de l'humanité. Cuba, c'est même moins d'1% de la population mondiale. Mais cette petite île, quand même, où il y a eu en place un régime communiste, elle fait encore sacré peur aujourd'hui à beaucoup de gens, au point que il y a quand même les États-Unis, un certain nombre de pays qui font tout pour faire des blocus envers alors qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait du communisme sur 10 millions d'habitants, alors que sur les 7 milliards qui restent, c'est le capitalisme qui règne, quoi. Donc
donc c'est bien tout. Enfin, je dirais que tout est bon à prendre, je dirais, en termes d'alternatives, mais il faut s'attendre à des fois à devoir se bagarrer, même des fois pour des choses qui paraissent pas si révolutionnaires que ça, quoi. Mais est-ce que vraiment tout est bon à prendre? Parce que, en fait, on revient à l'introduction justement sur les termes et tout ça. Est-ce que quand on développe l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est pas un obstacle justement de se dire non, en fait, ce système-là, du coup, d'économie sociale et solidaire, c'est super, et du coup, ça nous arrête pas, enfin, ça nous empêche pas d'aller plus loin et de proposer encore mieux. Les coopératives, ce sont des sociétés de capitaux. Voilà. C'est juste que les capitaux, ils appartiennent l'outil de travail appartient à ceux qui utilisent cet outil-là. Le vrai, en tout cas, ce qui nous préoccupe au quotidien, alors peut-être que c'est un petit pas, je sais pas, mais le vrai sujet pour nous, c'est pas tellement la question du capitalisme, c'est la question du libéralisme, du néolibéralisme qui a absolument tout dérégulé et qui est d'autant plus prégnante à l'heure où on est sur une économie qui est de plus en plus dématérialisée, où on parle maintenant de techno-féodalisme. On est sur finalement une économie qui se développe où il y a de moins en moins d'outils de travail, en l'occurrence. Et l'économie sociale et solidaire dans la société, elle apporte finalement une façon de faire qui est viable et qui pour le coup effectivement n'a pas entre guillemets de réponse finalement à la question que tu poses, qui est celle profondément politique. Nous on est sur l'organisation de la société dans quelque chose qui est un état de fait, quoi. Peut-être, ouais, vas-y, Valérie, peut-être un petit sur ce qui a été dit précédemment. Un petit sur ce qui a été dit. Oui, prends la parole. Oui. un petit commentaire. Pour vous préciser, il nous reste à peu près 8 minutes d'émission. D'accord, je vais faire vite. Tout à l'heure, j'ai essayé de dire, mais j'aime pas le terme de rebondir. Enfin, je vais aller dans la suite de ce que tu disais, Thomas, sur le fait qu'on a le devoir se battre, en fait, pour changer le monde. Moi, je suis prête à me battre, j'ai pas de souci. Mais en face, ils sont prêts aussi. Et renverser le capitalisme, ça demande un rapport de force tellement 10 000 fois plus fort que celui qu'on a aujourd'hui, que moi, ce qui m'importe en tant que militante, c'est de voir comment, en attendant, je fais pour faire grossir ce rapport de force. Et en attendant qu'il grossisse suffisamment pour pouvoir renverser le capitalisme, il m'importe aussi, je le redis, mais de répondre aux urgences. Et on a les moyens, sans renverser complètement le capitalisme, de faire en sorte de répondre à un certain nombre d'urgences. Et alors là, par contre, moi, je suis assez ferme là-dessus. Je crois que c'est aussi en montrant aux gens qu'on peut faire changer les choses, y compris pour eux, quoi, qu'on redonnera aussi un espoir que d'un point de vue plus global, on peut changer de manière plus radicale le monde. Parce que pour l'instant, on perd quand même. On a perdu sur la loi travail, on a perdu sur la réforme des retraites, on perd en termes d'éducation. Enfin, bon, voilà, on perd. Aux États-Unis, on a un Trump et un Musk qui sont quand même en train de bouleverser pas mal les choses. Et en plus de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi le fait de voir que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une accélération des régimes autoritaires, fascisants, qui nous poussent aussi à imaginer peut-être comment ensemble, à la fois, on lutte contre ça, et bien sûr avec l'idée de changer le système. En fait, ce qui m'interroge vraiment là, c'est que tu dis que c'est hyper important de quand même proposer en gros des petits aménagements juste pour améliorer un petit peu, pour avoir des petites victoires, pour motiver en gros. Mais
Mais est-ce que à un moment, le capitalisme, en fait, le système capitaliste, il s'adapte tellement vite que est-ce que justement, je vais pas dire qu'on gâche, mais que on dépense tellement d'énergie pour gagner des si petites choses que toute cette énergie, elle serait pas peut-être mieux utilisée à proposer vraiment toute autre chose que de rentrer dans le jeu, puisque ça prend quand même énormément de temps et au final, des fois, on obtient un petit truc et puis après, finalement, le capitalisme, il trouve un moyen de détourner encore une fois. Enfin, du coup, on a l'impression que c'est sans fin. Et du coup, on gagne des petits trucs, mais finalement, à la fin, on n'a pas forcément vraiment gagné grand-chose. Enfin, voilà. Mais concrètement, du coup, ça voudrait dire quoi? Je sais pas, justement, je m'interroge, j'ai pas de bonne réponse à la question, mais parce que en même temps, attendre 1000 ans pour gagner un truc, ça fait que les gens ils se découragent aussi. Donc voilà, mais je me demande si mobiliser notre énergie pour un truc à long terme. Mais du coup, ça suppose aussi d'avoir un projet qui est hyper bien ficelé, parce que si c'est un truc un peu vague, un peu flou, on arrête très vite d'y croire. Enfin voilà. Mais est-ce que ce serait pas une meilleure stratégie? Je n'en sais rien. Alors, je vais me permettre de prendre la parole là-dessus. Je vais paraphraser Lénine, parce que je ne vais pas le citer dans le texte, je ne l'ai pas en tête. Et puis ensuite, on fera peut-être un dernier tour de table. Donc lui, il dit que quand on est un marxiste conséquent ou un révolutionnaire conséquent, on est obligé d'avancer sur deux jambes. Il faut avoir une jambe qui joue le jeu de la réforme et des institutions, et une autre qui prépare la révolution. Et comme tu le dis, Valérie, en fait, le jour où on a le rapport de force pour pouvoir vraiment tout renverser, et ce jour-là, on le fait. Mais c'est vrai qu'en attendant, on est un peu obligé de jouer le jeu des institutions. Et donc, là-dedans, quelle est la partition qu'il faut jouer? Est-ce qu'il faut jouer le programme de la FI, le programme du NFP plutôt se dire, cette jambe réformiste, non, on va plutôt aller vers une solution généralisation de la Sécu, etc. Ou est-ce qu'on dit, non, on prend l'économie sociale et solidaire qu'on généralise? Voilà, et puis voilà, le but effectivement c'est réussir à faire grossir notre force, et pour pouvoir faire la bascule. Alors si la bascule elle se fait par le jeu des institutions, tant mieux, parce que ça se passe, ça sera quand même, il y aura de la confrontation, mais on espère ça sera assez doux entre guillemets. Et puis si ça se fait pas dans ce cadre-là, malheureusement, il se peut que ce soit assez dur, et ça faut quand même le garder en tête, parce que on le sait, eux, ils sont prêts à se défendre et ils s'organisent en ce sens. Donc je vous propose un dernier tour de parole avant de conclure cet échange. Oui, c'est vrai que le jouer sur les deux plans surtout est intéressant, mais je pense qu'il faut quand même avoir un horizon qui soit déjà fixer la barre assez haut, même si à la fin on n'est pas éternel et ça prend du temps et on ne verra peut-être pas de notre vivant. Mais il faut, je pense, quand même passer la barre aussi haut, parce que j'ai peut-être un peu caricatural, on demande 1000, on obtient 500 quoi, en gros. Bon, voilà. Après, je pense là-dessus, c'est vrai que c'est aussi fixer la barre assez haut, c'est aussi se dire, moi je pense qu'il y a aussi un truc qu'on oublie, c'est que des fois on se dit on va peut-être s'auto-censurer, parce qu'en fait on pense qu'en face les gens les gens qu'on veut convaincre seront moins radicaux que nous, ils penseront pas comme nous, donc on va essayer d'abord d'aller doucement, et en fait après on va peut-être pouvoir accélérer, mais alors qu'en fait des fois on se surprend je pense à être en retard sur la prise de conscience des gens. Alors en deux mots, moi, je pense que les questions que posait Carla, c'était pas tellement, de ce que j'ai compris, c'était pas tellement de la hauteur de la barre, c'était en fait surtout de changer la barre. On n'est pas sur est-ce qu'on est plus ou moins exigeant dans les réformes. C'est surtout est-ce qu'on entre notre activité ou notre action de militants et de militantes pour changer le système, et donc il n'est plus question d'une barre comme ça. Oui, alors la radio ça va être verticale, mais quelque chose d'un curseur en termes de démocratie, en termes d'appropriation, qui serait complètement différent, et d'objectif qui serait plus celui de faire du fric n'importe comment, ou même carrément de faire du fric tout court. Voilà, donc c'est les questions. En même temps, j'ai l'impression de ne pas arrêter de parler d'urgence, mais c'est des questions qui ont été traitées par les militants avant nous, qui le sont là de manière assez criante par nous, parce qu'on cherche. Et il faut absolument qu'on trouve comment on fait
pour éviter le fascisme et pour changer la vie des gens de manière à ce qu'ils ne pensent pas que le vote d'extrême droite, ce soit la solution pour que leur vie aille mieux, parce qu'on sait que ça, c'est faux. Mais je trouve aussi qu'il y a des cadres intéressants. Enfin, voilà, moi, j'aimerais finir là-dessus. Il y a des cadres intéressants. Le fait qu'on ne cantonne pas aux organisations politiques la réflexion sur les programmes politiques et de comment est-ce qu'on entend que la vie en société s'organise, voilà, ça ne regarde pas que les organisations politiques et tous les cadres, je parlais tout à l'heure de l'Alliance écologique et sociale, mais tous les cadres, les collectifs, tout ça sont pour moi des moyens justement de réfléchir collectivement et de trouver ensemble comment on fait pour finalement l'emporter, quoi. Tu parlais d'urgence, il y a urgence, en tout cas, l'entrée ESS, quand on voit encore une fois ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays de la Loire, ça arrivera à peu près partout si ça ne change pas. Et là, pour le coup, c'est des organisations entières sur les territoires qui sont en train de disparaître. C'est de l'emploi, mais c'est aussi du service à la population, des populations qui vont être de plus en plus marginalisées, avec ce sentiment d'exclusion de plus en plus fort. Donc en gros, l'urgence, elle est là. Sur la question de la radicalité, est-ce que c'est un peu ça le sujet ? Moi, je pense que dans une société, une économie qui s'ubérise, ou en tout cas qui fantasme l'ubérisation, ou en tout cas qui consomme du Uber, où l'entrepreneuriat individuel, c'est devenu un peu une quête absolue, où Bolloré, Hanouna, Trump, Musk, etc. sont les apôtres, sont nos apôtres, etc. Faire le choix de l'ESS, c'est un choix de radicalité. Voilà. C'est une société de capitaux, ok, mais faire le choix de l'ESS, c'est le choix de la radicalité. Et quand on fait de l'économie sociale et solidaire, on fait de la politique parce qu'on a comme ennemi justement cette extrême droitisation de la société, du débat et des échanges entre personnes. Donc faire le choix de l'ESS, c'est le choix de la radicalité. Et ça fait un peu punchline. T'as vu, je fais ça pour YouTube, qui n'a rien à voir avec une plateforme libérale, voilà. Un truc de fou. On va pouvoir faire un short là-dessus. Et peut-être simplement, peut-être pour citer quand même Radio Pulsar, son slogan c'est la radio curieuse et citoyenne. En l'occurrence, il me semble que c'est aussi ça, qui est un peu comme mot de la fin. Il faut qu'on soit davantage curieux parce qu'il y a des initiatives qui existent partout, mais on n'ose pas toujours franchir les portes de ces initiatives-là. On n'ose pas toujours s'en revendiquer. Donc je pense qu'il y a absolument besoin de pouvoir être curieux de l'ensemble et curieuse de l'ensemble de ces initiatives. Et sur la citoyenneté, il y a absolument besoin de sentir citoyen et de se sentir responsable de tout le monde et du bien-être de tout le monde. Je crois que c'est Musk qui récemment s'était relayé par Benoît Hamon, qui est président de ESS France. Je suis obligé de le citer quand même, c'est notre président à nous. Qui reprenait Musk, qui disait le vrai problème dans notre société contemporaine, c'est l'empathie. Donc en gros, tu vois, et je pense que dans cette idée de curieuse et citoyenne, il y a aussi cette idée d'empathie. Eh ben, merci toutes et tous, merci tout le monde. Merci Carla pour l'animation, merci Thomas, Valérie, Rémi. Vous étiez donc sur Radio Pulsar, l'émission Poitou Pop, et on enregistrait depuis l'Envers du Bocal, qui nous a fait l'amitié de nous accueillir cet après-midi pour cet enregistrement. Il y aura donc on va essayer d'organiser un deuxième débat, puisque là on a discuté un peu des propositions de la réforme, le pan réformiste de la révolution entre guillemets, et puis on essaiera d'organiser un deuxième débat où on va plutôt prendre Friot par sa gauche, en faisant discuter les propositions de Réseau Salariat avec la gauche de la gauche, la vraie extrême gauche, celle qui fait peur. Mais bon, restez connectés et puis voilà. Merci.